Bienvenue dans cette première séance dans la formation G2E par la pratique. Ok, donc on va démarrer la formation. Ok, donc cette présentation va suivre le plan suivant. Premièrement, on va introduire les concepts de base de la technologie G2E. Par la suite, on va parler du protocole HTTP, puis du modèle MVC, donc Model View Controller. Par la suite, représenter le principe de fonctionnement d'une architecture G2E. On va parler des servlets, les GSP et la transmission des données. Donc, G2E, c'est l'abréviation de Java Enterprise Edition. Donc, elle est considérée comme la version entreprise de la plateforme Java. Donc, en contradiction avec Java Desktop Edition. Donc, si vous avez déjà suivi la formation de Java, donc vous connaissez déjà que la technologie Java propose beaucoup d'API et de composants propres au environnement desktop. Donc, G2E vient s'appuyer sur la technologie Java et proposer encore plus des API et des composants qui sont destinés à l'utilisation côté serveur, donc au modèle serveur-client, en contradiction au modèle G2E sur desktop. Donc, pour résumer, l'objectif majeur de la technologie G2E, c'est de faciliter le développement d'applications web robustes et distribuées. Donc, ici, je souligne le mot-clé application web, comme j'ai dit, en contradiction à la technologie Java, qui se concentre, elle, sur l'environnement desktop. Donc, G2E nous permet de construire des applications web robustes et distribuées et déployées et exécutées sur un serveur d'application. Donc, comme j'avais dit, Java Enterprise Edition est encore prononcé G2E, donc Java 2EE. Donc, c'est une norme qui va spécifier à la fois l'infrastructure de gestion des applications et l'API de service. Donc, elle est composée de différentes technologies, à savoir les servlets, qui sont le corps même de la technologie. Donc, on va les voir par la suite. Ils peuvent jouer le rôle de contrôleur. Si vous avez déjà travaillé un autre langage back-end, donc les servlets jouent le rôle d'un contrôleur, c'est-à-dire c'est lui qui va exécuter les actions et intercepter les requêtes. Donc, les GSP, c'est la partie affichage. Donc, GSP, c'est l'abréviation de Java Server Pages. Donc, tout ce qui est HTML, côté présentation, ça relève de la partie GSP. Le GSTL, ou bien Java Server Tag Library, donc on va le voir juste après les GSP. Je dirais que c'est un ensemble de librairies et d'outils qui vont faciliter l'utilisation de GSP. Donc, nous, durant cette formation, nous allons voir la partie GSP d'abord, la partie GSP, comme je dirais, from scratch. Donc, comment travailler GSP sans le GSTL. Et par la suite, on va voir l'amélioration qui va être apportée par l'utilisation des GSTL et du GSF. Donc, le JPA, c'est tout ce qui est accès à la base de données. Donc, JPA, donc Java Persistence API, donc tout ce qui a accès avec, tout ce qui est en relation avec l'accès aux données, la gestion des modèles. Et EGB, donc les Java Beans, etc. Donc, ça aussi, ça relève de l'amélioration, comment améliorer l'interaction avec l'application. Ça aussi, on va le voir par la suite. Donc, ce figure, elle résume l'architecture d'une application G2E, ou bien l'architecture plus l'infrastructure, parce que ça englobe aussi les clients, les bases de données, etc. Donc, ça englobe toute l'infrastructure G2E. Donc, comme j'avais dit, les applications G2E, ce sont des applications web. Donc, ils seront contenus à l'intérieur d'un serveur web. Donc, il existe plusieurs serveurs web, on va les voir par la suite, mais sachez que le plus répandu, c'est le serveur Tomcat.
Donc, dans le serveur Tomcat, on aura notre application web, comme on avait dit. Donc, c'est une application qui est constituée de plusieurs couches. Donc, par exemple, on a la couche web, la couche métier et la couche DAO, donc Data Access Objects. Donc, la couche web, c'est vraiment l'application, notre code source. Il est englobé dans la couche web. Tout ce qui est servlet, JSP, les BIN, les GSTL, GSF, etc. On a la couche métier ou bien le business logic. Donc, tout ce qui est en relation avec la logique de notre application. C'est par exemple, vous avez une application dans le finance ou bien en médecine, etc. Donc, cette partie va englober toutes les fonctions, toutes les logiques de l'application qui sont en relation avec le métier. Donc, ça pour séparer les logiques de la logique applicative. Donc, on aura ici la logique applicative et ici la logique métier. Et enfin, la couche DAO, c'est tout ce qui est en relation avec l'accès à la base de données. Donc, tout ce qui est DAO, Hibernate, GPA, DBGC, le GDBC, etc. Donc, tout ça, elle est englobée dans une seule couche qui est appelée la couche DAO. Donc, cette couche DAO, elle est en relation directe avec notre base de données, donc SGBD, système de gestion de base de données, qui, lui, permet de conserver les données. Donc, notre application peut être accédée de deux façons différentes, soit en utilisant un client léger. Donc, un client léger, c'est-à-dire un client web. Donc, les applications G2E, comme on avait dit, ce sont des applications web. Donc, elles peuvent être accédées directement en utilisant le navigateur, donc en utilisant les technologies déjà répandues de la navigation web. Donc, à dire HTML, CSS, JS, XML, Ajax, tout ce que vous voulez. Mais sachez aussi qu'il y a une autre façon d'accéder aux applications web en général, plus particulièrement les applications G2E, c'est en utilisant les clients lourds. Les clients lourds, en d'autres termes, ce sont les applications desktop. Donc, on peut avoir notre application web qui peut être exploitée ou bien qui peut être demandée par un client lourd, donc, par une application desktop. Dans ce cas, il peut s'agir d'une API, donc Application Programming Interface. Donc, on n'aura pas de couche présentation en HTML, mais plutôt une application desktop qui va appeler l'application et utiliser ses ressources. Donc, avant de continuer, il serait judicieux de donner des notions sur le protocole HTTP, parce que par la suite, on va utiliser des notions comme request, response, le statut, etc. Donc, ce serait bien d'avoir toutes ces notions checkées à l'avance. Donc, le protocole HTTP, c'est l'abréviation de Hypertext Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole qui est basé sur l'architecture client-serveur. Donc, d'un côté, on a un client qui va demander à travers ce qu'on appelle une requête. Il va demander des ressources à l'entité appelée un serveur. Et le serveur va procéder au traitement de la requête et renvoyer par la suite une réponse. Chaque réponse, elle est caractérisée par un code de statut, donc qui indique le statut de la réponse. Qui indique le statut de la réponse. Aussi, on a ce qu'on appelle les headers. Donc, les headers, ce sont les en-têtes. Ce sont un ensemble de métadonnées caractéristiques à la réponse qui peuvent donner des informations sur le serveur, sur l'état de connexion, etc. Et on a aussi le body. Donc, le body, c'est lui qui contient, c'est le corps de la réponse, c'est lui qui contient les ressources demandées par le client.
Donc, il existe plusieurs façons d'accéder à la même ressource dans un serveur. Donc, pour différencier entre ces différentes manières, on utilise ce qu'on appelle les méthodes HTTP. Donc, les méthodes HTTP, ce sont des différentes façons d'accéder à la même ressource dans un serveur. Chaque méthode elle est caractérisée par ce qu'on appelle un verbe HTTP. Donc, comme vous pouvez ici, on a le get, le head, le put, le post, patch, trace, option, delete, etc. Donc, chaque verbe indique une méthode HTTP bien spécifique qui, elle, par son tour, indique un type bien donné d'action à exécuter. Donc, par exemple, on utilise get pour avoir une ressource, donc pour récupérer une ressource. Par exemple, post pour envoyer les données au serveur, par exemple, pour enregistrer une nouvelle ressource. Donc, patch, put, ça permet de mettre à jour une ressource, et delete, par exemple, ça permet de supprimer une ressource. Donc, on avait parlé aussi des entêtes HTTP. On avait dit que les entêtes HTTP, ce sont des métadonnées donc envoyées par le serveur. Ces métadonnées contiennent des informations sur le serveur, sur le temps, sur la version HTTP utilisée, par exemple le code de la réponse, le code de statut de la réponse, l'état de la réponse, etc. Donc le cache, etc. Donc tout ce qui est en relation avec la réponse et qui n'est pas le contenu exactement, ça peut être appelé une entête HTTP. Donc, on avait parlé des codes de statut. Donc, sachez qu'il y a des codes de 200 jusqu'à 550, je pense, 500 et quelques. Donc, chaque code donne un état différent de la réponse. Donc, par exemple, 200 pour une requête qui a été terminée avec succès. Par exemple, 404, vous le connaissez aussi. Donc, ça indique que la ressource n'existe plus ou bien il n'existe pas sur le serveur. Par exemple, 500, ça indique une erreur interne du serveur, etc. Donc, on avait parlé de requête. Donc, sachez que la requête HTTP, c'est la même chose que la réponse HTTP. Donc, elle est constituée des entêtes. Donc, on a des entêtes, donc les headers, et un body. OK, donc si c'est un exemple de requête, de réponse HTTP, donc comme vous pouvez voir, on a les entêtes HTTP, on a le contenu, donc le body, on a le code de statut, la version HTTP, etc. OK, donc comme on avait passé le protocole HTTP, donc maintenant on va attaquer la notion ou bien du modèle MVC. Donc MVC, c'est l'abréviation de modèle View Controller. Donc, le modèle MVC, ça décrit une manière d'architecture, une application informatique. Donc, si vous avez remarqué, on ne parle pas seulement d'application G2E. Donc, c'est un pattern qui est commun entre toutes les applications web, et bien même, il peut être même utilisé pour les applications desktop. Donc, en quoi consiste ce pattern? À séparer notre code source en trois parties distinctes. Donc, on a la partie modèle, la partie vue et la partie contrôleur. Donc, chaque partie va jouer un rôle distinct des autres dans l'application. Donc, pour voir ici un exemple, donc un exemple de l'utilisation de MVC en J2E. Donc, on avait dit que MVC, c'est Model View Controller. Donc, on aura trois différentes parties. Donc, dans le J2E, le rôle du contrôleur, il est joué par les servlets. Donc, le contrôleur, c'est lui qui intercepte les requêtes en premier. Donc, c'est lui qui va faire l'aiguillage et appeler la méthode correspondante pour faire le processing. Donc, le contrôleur, il va
soit appeler les données si la requête elle a besoin des données qui sont stockées dans la base de données. Donc, le contrôleur va appeler la partie modèle. Donc, la partie modèle, c'est elle qui va gérer les données proprement dites qui existent dans notre base de données. Donc, ici, on parle de modèles qui vont gérer les objets Java qui sont stockés dans la base de données. Donc, une fois la partie modèle, elle va répondre au servlet avec les données qui ont été demandées. Donc, la partie servlet ou bien le contrôleur, il va envoyer les données à la partie vue. Donc, view. La partie view, c'est elle qui va procéder à la génération de l'HTML et donc, comment dirais-je? Donc, c'est elle qui va s'occuper de la partie présentation. Donc, elle va générer la réponse HTML en utilisant les fichiers HTML existants déjà dans l'application, en plus des données fournies par la partie modèle. Donc, le contrôleur va envoyer les données à la partie vue, qui va retourner la partie HTML, la partie présentative en HTML avec les données dynamiques. Et par la suite, le servlet va renvoyer la réponse qui sera sous format de page HTML dynamique à notre client qui va ensuite afficher à l'utilisateur. Donc, en gros, c'est ça le processus d'une application, en général, application MVC, et plus exactement ici, à une application G2E. OK, donc ici, on explique tout ça. Donc, on explique que la couche métier, c'est elle qui va se charger du traitement à effectuer sur les données, le stockage. Donc, la couche view se charge de la présentation HTML, etc. Donc, la couche contrôle ou bien contrôleur ou bien servlet, il va se charger d'aiguiller les requêtes entrantes vers le traitement et le vue correspondant. Donc, pour faire la projection ici, donc la couche modèle, ce sont les objets Java. La couche view, ce sont les pages GSP et la couche contrôle, elle est constituée des servlets. Donc, on avait parlé à l'instant on avait parlé de serveur d'application. Sachez que avant de parler de serveur d'application, il existe deux types de serveurs. Donc, on a le web server et on a le application server. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, un web server, c'est un serveur qui tout simplement qui se charge d'intercepter les requêtes clients, mais qui ne fait pas de traitement applicatif. Donc, il ne fait pas tourner des applications. Donc, c'est juste qu'il intercepte les requêtes, utilise la base de données et renvoie les fichiers HTML ou bien les fichiers PHP, etc., qui se trouvent dans le serveur. Par contre, les serveurs applicatifs, ce sont des serveurs qui font tourner des applications web, donc qui possèdent des couches de traitement applicatif et en plus de ça, des couches de métier logique et des couches de traitement de données. Donc, pareil, un exemple de serveur web, c'est le serveur Apache. Vous connaissez bien sûr le serveur Apache, c'est un serveur web. Donc, elle fait tourner surtout le PHP. On a aussi le serveur, par exemple, WIS, donc IS, serveur qui est développé par Microsoft. Donc, côté serveur applicatif, on a aussi le serveur Apache. Donc, serveur Apache qui est le serveur Tomcat. Mais on a aussi le serveur JBoss, donc développé par Red Hat, et le serveur Glassfish de Oracle. Donc, tout ça, ce sont des serveurs applicatifs qui font tourner des applications J2E sur le serveur. Donc ici, dans le reste de la formation, on va attaquer surtout le serveur Tomcat, puisque c'est le serveur d'application à utiliser en excellence par les développeurs J2E. Donc c'est un serveur gratuit, écrit en langage Java. Il est conçu pour gérer les servlets et les GSP. Donc, le serveur Tomcat, il contient en lui-même un serveur web, donc un serveur web interne.
Et en plus, il contient une couche pour le traitement des applications Java. Donc, un serveur Tomcat, il est constitué de 4 composants principaux. Donc, premièrement, on a le Catalina. Donc, la partie Catalina, qui est un conteneur servlet. Donc, c'est Catalina qui va s'occuper d'exécuter nos servlets. Donc, là, c'est Java. Donc, une fois vous trouvez, par exemple, dans votre Eclipse, que l'erreur elle est en liaison avec le moteur Catalina, donc vous savez directement que vous avez une erreur dans le code source de Java. Par contre, par exemple, Jasper, si votre erreur est liée au moteur Jasper, vous constatez directement que vous avez une erreur dans le syntaxe côté GSP. Donc, ça peut être utile de distinguer entre les différentes parties pour facilement débugger vos applications. Donc, comme on avait dit, on a Catalina qui est un conteneur servlet, Coyote qui est un connecteur qui agit comme un serveur web. Donc, c'est la partie ici. Donc, c'est le serveur web interne à l'intérieur de Tomcat. On a Jasper qui est le moteur GSP et on a aussi un cluster à des fins d'équilibrage de charge. Donc, comme vous pouvez savoir, donc, une application J2E peut être sollicitée d'une façon excessive. Donc, et pour pouvoir répondre aux requêtes à un volume très important, on a besoin d'avoir un équilibreur de charge. En général, on utilise un serveur externe, par exemple Nginx. C'est lui qu'on utilise en général dans les autres technologies, donc par exemple en PHP ou bien en Python, etc. Ici, dans Tomcat, il propose un serveur d'équilibrage de charge, de load balancing interne, donc pour pouvoir équilibrer la charge sur l'application. OK. Donc ici, on s'arrête ici pour faire le premier TP et continuer par la suite. OK, on va continuer la formation par, comme on avait dit, les travaux pratiques. Donc, on va faire un premier travaux pratique. Donc, la première partie, c'est la partie d'installation et configuration de l'environnement de travail. Bien sûr, vous pouvez avoir déjà installé l'environnement. Sinon, si vous avez besoin d'avoir Eclipse, donc tout simplement, vous faites G2E Eclipse sur Google. Voilà, sur le site officiel de eclipse.org, vous trouverez la version à télécharger. Donc, selon votre architecture, soit 32 bits ou bien 64 bits. Donc, ici, vous allez télécharger un fichier zip que vous allez décompresser et par la suite installer sur votre machine. Excusez-moi, donc vous n'allez pas installer, vous allez juste télécharger et décompresser l'archive. Donc, voici le résultat. Donc, par exemple, j'ai téléchargé ici dans le dossier compressé. Voilà. Donc, c'est ça le fichier archive qui a été téléchargé. Lorsque vous décompressez, vous trouverez une architecture comme ça. Donc, il suffit juste de double-cliquer sur l'exécutable eclipse.exe pour lancer l'exécutable. OK, donc je pense que celui-ci, c'est ça, c'est celui de Java Standard Edition. Donc, nous avons besoin de la version G2E. Donc, voilà le fichier qui a été téléchargé. Donc, voilà. C'est la même chose, comme vous allez constater. C'est juste que cette version, elle est préinstallée avec tous les outils nécessaires pour Java G2E. OK, voilà. Donc, ça, c'est l'interface d'installation. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'avoir le GDK installé. Donc, vous devez avoir votre GDK selon la version de Eclipse installée. Donc, les dernières versions de Eclipse demandent un GDK au minimum GDK 11. Donc, soit vous allez au site web
de Oracle pour avoir le GDK. Donc, par exemple, Oracle GDK, vous cherchez sur Google, Oracle GDK. Voilà. Donc, ici, vous téléchargez le GDK, etc. Donc, vous devez avoir un compte sur le site oracle.com pour avoir le téléchargement. Sinon, ce que je propose aussi, c'est d'utiliser un site web qui s'appelle ninit.com. Donc, c'est un logiciel qui vous permet d'installer plusieurs applications à la fois. Comme vous pouvez voir, il propose beaucoup d'applications. Si vous avez besoin juste du GDK pour travailler avec Eclipse, donc je vous conseille d'utiliser OpenGDK, donc adopte OpenGDK pour la version 11. Donc, vous cochez GDK adopte OpenGDK version 11 et la version Java correspondante, donc c'est celle-ci. Donc, adopte OpenGDK 64 bits, la version 11.09. Voilà, et vous téléchargez votre fichier. Voilà, j'ai déjà téléchargé ici, mais je vais le lancer. OK. OK. Voilà, et il va commencer l'installation. Voilà. Dans mon cas, il a trouvé que j'ai déjà installé. Mais si vous n'avez pas, il vous les installe, le Java et le GDK, comme ça, vous êtes prêt à vous lancer. Donc, avec le Java GDK version 11 et Eclipse, la dernière version, vous êtes maintenant capable de démarrer votre premier projet G2E. OK, donc on va suivre les étapes, etc. Donc ça, si vous êtes en présentiel et on vous fournit l'exécutable, sinon on a parlé, donc vous devez télécharger. Voilà, donc le TP commence ici. Donc pour créer un nouveau projet G2E, donc on a deux méthodes. Soit la première, la méthode classique, c'est en utilisant le menu File New et en choisissant l'option Dynamic Web Project. OK, donc File New Dynamic Web Project. Voilà, ici vous donnez un exemple, un nom de votre projet, etc. Donc Target Runtime. Ici, normalement, si c'est votre premier projet, vous n'allez trouver aucun serveur ici. Donc, pour créer un nouveau serveur Apache Tomcat qui va lancer notre application, on s'appuie sur le New Runtime. Donc, New Runtime, vous choisissez la version du Apache Tomcat que vous voulez utiliser. Donc, généralement, on travaille avec la version 8, mais vous pouvez choisir n'importe quelle version selon la version du GDK avec laquelle vous travaillez. Donc, en général, on travaille avec la version 8. OK, donc Create New Local Server. OK, donc ici, le nom du serveur, le nom qu'on va donner à notre serveur. Et ici, on lui donne où est-ce qu'on veut installer ce serveur. Donc, vous lui donnez un dossier quelconque, un dossier vide dans votre ordinateur. Donc, par exemple, ici, je vais créer un dossier appelé Tomcat. Bon, je donne mes documents, par exemple, Tomcat. OK, sélectionné. Et je fais Download and Install. OK, je vais accepter les termes. Finish. Donc, je confirme le même dossier, donc Tomcat que j'ai choisi. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, elle a déjà commencé l'installation de mon serveur. Donc, ici, je laisse les choix par défaut de Java. Donc, je vais attendre un peu. Voilà, elle a terminé. Donc, c'est bon. OK. Donc, finish. C'est bon. Donc, elle a été sélectionnée comme mon target runtime. Dynamic Web Module, donc ça, on ne va pas travailler avec. Donc, configuration, etc. Donc, tout c'est bon. Voilà, donc, finish. Et voilà, donc j'ai créé mon premier projet G2E. Donc, nous travaillons surtout dans le dossier Java Resource. Donc, Java Resource, c'est le dossier où on trouve le code source de notre application. Donc, ici, c'est dans le dossier source qu'on va créer une classe Java. Et le dossier librairie, c'est dans le dossier dans lequel sont référencées les librairies de notre application. Une autre partie dans laquelle on va travailler, c'est le dossier Web Content. C'est le dossier qui va comporter tous nos fichiers HTML, CSS, JS. Donc, tous les fichiers web seront
servi depuis ce dossier Web Content. Donc, on a le dossier Java Resource pour tout ce qui est Java et le dossier Web Content pour tout ce qui est fichier web. Donc, les dossiers Meta-Info et Web-Info, ce sont des dossiers gérés par le système, donc on n'aura pas besoin en général de les utiliser. Donc, pour nos premiers projets, on va juste utiliser les fichiers GSP dans le dossier Web Content. OK, donc c'est bon, on a créé un nouveau runtime, etc., etc. Voilà. Voilà, donc on a vérifié ici que le fichier, que le serveur a été bien créé dans l'onglet serveur en bas. Donc voilà, dans l'onglet serveur, vous allez trouver votre serveur Tomcat. Et enfin, on peut lancer notre projet en cliquant sur le projet Run as Run on Server. Donc, voilà, donc clic droit sur le nom du projet, Run as Run on Server. Voilà, donc le serveur Tomcat il démarre. OK, donc m'affiche ici l'erreur 404. Donc c'est déjà, ça veut dire déjà que le serveur il a démarré correctement, mais qu'il n'a pas trouvé aucune servlette ou bien aucun fichier index.html. Donc c'est pour ça qu'il nous affiche l'erreur 404. OK, donc c'est bon, c'est ce qui a été demandé ici. Donc on arrive à la page avec l'erreur 404, c'est bon, OK. Donc pour remédier à ça, on va cliquer droit sur le nom du projet et on va créer un nouveau fichier HTML qu'on va le nommer index.html. Donc, on crée sur un nouveau projet, nouveau, et HTML file. Donc, on va le nommer index.html. OK, donc il a finish. C'est bon, donc je vais insérer ici du contenu comme ça. Je vais connaître si ça a fonctionné ou pas. Donc, TP1. Je fais enregistrer et je redémarre mon serveur. Donc, je vais fermer tout ça. OK, run as, run on server. OK. Donc, comme vous avez remarqué, donc elle a trouvé cette fois-ci notre fichier index.html. Elle a vérifié s'il n'y aurait pas de servlet, mais on n'en a pas trouvé, donc elle a servi notre fichier index.html. Et voilà, donc ça, c'est une première application basique, donc c'est juste le squelette, l'application ne fait rien, mais elle est capable de servir du contenu depuis le dossier Web Content. Okay. Donc, ça, d'une part. Donc, une deuxième façon de créer des projets G2E, c'est en utilisant le Maven. Donc, le Maven, c'est quoi? Le Maven, c'est un plugin qui permet de faire le build des applications et la gestion des dépendances. Donc, vous allez voir que dans des projets G2E, on a souvent tendance à utiliser des librairies externes. Donc, si on travaille avec cette méthode des projets, on devra ajouter manuellement nos fichiers jar pour chaque librairie. Donc, on doit inclure dans le projet manuellement pour chaque librairie utilisée, pour chaque librairie tierce, on doit ajouter ces fichiers jar correspondants. Mais avec Maven, il suffit juste de les indiquer, les dépendances de l'application, et c'est lui qui va s'occuper de téléchargement et l'installation de l'application au cours du lancement de l'application. Donc, on revient comment créer un projet Maven, projet G2E Maven. Donc, la même chose, donc File, New, on va faire New Maven Project. OK, donc je ferme ça. C'est bon. Donc, New Maven Project. OK, donc suivant. Voilà, donc Maven propose un concept qui s'appelle Archetype. Donc, l'archetype, c'est quoi? Architecture type. Donc,
c'est comme un modèle, un exemple d'application qui est déjà préconfiguré, préinstallé. Donc, si vous travaillez avec un archetype, vous allez trouver que beaucoup de configurations, beaucoup de choses sont déjà configurées pour votre convenance. Donc, à mon avis, vous n'allez pas toujours les utiliser. Donc, en général, on utilise la base fournie par Maven pour les applications J2E. Mais parfois, vous allez trouver qu'un archetype est correspondant à votre besoin spécifique. Dans ce cas, vous allez choisir un archetype spécifique. Nous, ici, dans notre cas, nous allons travailler avec l'archetype des applications web proposées par Maven. Donc, pour le trouver, donc, vous faites org.apache.maven. Voilà, donc c'est ça. Maven Archetype Web App. Donc, c'est le squelette. C'est le squelette par défaut de Maven pour les applications web J2E. Donc, on choisit ici Maven Archetype Web App, suivant, etc. Donc, vous trouverez ici, vous allez entrer les informations donc, sur le projet, donc le nom du projet et le nom du package. Donc, groupe ID, par exemple, ici, j'ai mis comme point exemple. L'artefact ID, je vais mettre, par exemple, démo. Vous constaterez que le nom du package, c'est la combinaison du groupe ID et de l'artefact ID. OK. Donc, le nom du projet, c'est le artefact ID. Voilà, démo. Donc, parfois, ça peut prendre un peu de temps pour Maven pour construire votre premier projet Maven. Donc, ici, j'ai déjà créé plusieurs fois des projets Maven sur mon ordinateur, donc ça passe vite, mais parfois, ça peut prendre du temps avant d'avoir cet écran. Vous remarquez déjà qu'il y a un signe d'erreur ici. Donc, si je suis, donc, source, donc, main, web app, index.jsp. Donc, c'est quoi l'erreur ici? Il me dit que HTTP Servlet n'est pas trouvé sur le build path de Java. Donc, il n'a pas reconnu que c'est une application G2E basée sur HTTP Servlet. Donc, pour l'aider, nous allons ajouter la dépendance. Voilà, la dépendance Java 2E Web API. Donc, sur le fichier pom.xml. Donc voilà, le fichier pom.xml, c'est le fichier qui contient toutes les dépendances, toutes les informations sur notre application. Donc vous allez trouver ici le nom, le groupe ID, le artefact ID, etc. Les versions de Java utilisées, les dépendances. Voilà, donc notre application jusqu'à maintenant, il n'a aucune dépendance. Il a juste JUnit qui est utilisé pour les tests unitaires. On va ajouter donc G2E pour avoir les fonctionnalités des servlets. OK, donc je sauvegarde. OK, donc comme vous constatez ici, Maven elle installe les dépendances, elle télécharge les dépendances et l'erreur, elle est disparue. Voilà, maintenant si je relance mon projet, OK, donc je fais run on server sur le même serveur que j'ai créé tout à l'heure. OK, finish. C'est bon, donc restart server. OK. Voilà, j'ai l'application qui a démarré, qui m'affiche Hello World. Donc, ça, c'est le contenu du fichier index.jsp. Donc, le serveur Tomcat, s'il ne trouve aucune classe ou bien servlet sur le path du Java Resource, il va chercher automatiquement des fichiers, que ce soit index.html ou bien index.jsp, comme ce qui fait tout autre web server. Que ce soit web server ou application server, il cherche toujours soit des routes qui sont définies dans le code Java, soit sinon, il cherche index.html ou bien index.jsp.
OK. Donc, on s'arrête ici pour le premier TP et on revient vers le cours. OK, donc, on avait parlé que les applications G2E, ce sont des applications basées sur le concept de client-serveur, donc aussi sur le concept request-response. Donc, l'utilisateur, il envoie, en se basant sur un web server, il envoie une requête au serveur. Donc, la première entité dans notre application qui va intercepter la requête, c'est le servlet. Donc, les servlets, elles interceptent notre requête. Comme on avait dit qu'on se base sur un concept MVC, donc Model View Controller. Donc, le servlet, soit il intercepte et il envoie directement la page GSP à afficher, soit s'il a besoin d'informations ou bien d'objets Java qui sont existants dans une base de données, il va appeler les Java Beans ou bien la couche de persistance de Java pour avoir la connexion avec la base de données et récupérer les informations. À la fin de ce cycle, donc, une réponse est envoyée au client ou bien, je dirais, le web browser. Donc, c'est lui qui a envoyé la requête, il va recevoir la réponse avec la réponse avec le code de statut correspondant et la ressource demandée. Donc, comme on avait montré dans le TP, donc, une application G2E est structurée comme suivant. Donc, on a le dossier racine, donc c'est le dossier web content, c'est le dossier racine, dans lequel on a le dossier webinf. Le dossier metainf, on n'en va pas parler parce que c'est un dossier qui est géré par le système, donc on n'aura jamais besoin d'y mettre quelque chose. Donc, en général, le dossier webinf et les dossiers d'autres fichiers qui seront nécessaires pour l'application web, comme des fichiers CSS, JS, HTML, etc. Le dossier webinf, lui aussi, c'est un dossier généralement utilisé par le système. Il va contenir les classes, donc les classes compilées à partir du code source de l'utilisateur. Donc, les fichiers libres, ce sont les fichiers de librairie tierces qui sont utilisés par l'application. Donc, ce sont en général des fichiers .jar. Le fichier web.xml, donc c'est un fichier de mapping qui va mapper les URL avec les servlets. Donc, en général, on va travailler avec les annotations, donc on n'aura pas besoin de fichier web.xml. Mais si vous voulez utiliser, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est un simple fichier XML dans lequel on indique l'URL et la servlet qui va prendre en charge les requêtes. Et bien sûr, on aura nos fichiers. Parfois, on peut avoir des fichiers GSP, des dossiers donc pour l'architecture. Donc, si vous avez remarqué, l'architecture sous Eclipse, ce n'est pas vraiment la même architecture que dans l'application finale. Donc, ça, c'est une architecture de la version finale générée par Eclipse. Mais lors du développement, Eclipse va réorganiser l'application sous cette forme. Donc, on aura le dossier source. Le dossier source, c'est celui qui va contenir le fichier Java, donc le dossier code source. Et on a le dossier web content. Donc, web content, c'est le dossier qui va contenir, comme on avait dit, le webinf et metainf et les fichiers CSS, HTML, JS, etc., JSP. Et comme à partir d'ici, c'est la même chose que l'autre architecture. Donc, webinf, il va contenir les classes, les librairies, le fichier web.xml, d'autres fichiers GSP, etc. OK, donc, depuis un moment, on parle de servlet. Donc, c'est quoi servlet? Donc, sachez que les servlets, en principe, ce sont des simples classes Java, donc, qui permettent de créer dynamiquement des données à partir d'un serveur HTTP. Donc, c'est ça, c'est la définition basique d'un servlet. C'est juste une classe Java qui permet de traiter les requêtes au-dessus du point un client et de renvoyer une réponse adéquate. OK, donc
Une servlette, comme on avait dit que c'est une classe, donc c'est un ensemble de méthodes. Chaque méthode, elle sert à un objectif bien défini. Donc, lorsqu'on parle d'ensemble d'objectifs, on peut parler aussi d'un cycle de vie. Donc, une servlette, elle peut être créée, appelée, détruite, etc. Donc, dans un ordre bien précis. Et chaque étape dans ce processus est gérée par une méthode bien spécifique. Donc, par exemple, lors de la premier appel d'une servlette, cet appel elle est régi par la méthode appelée méthode init. Lorsqu'on veut traiter la requête, on appelle une méthode qui s'appelle service. Lorsque le traitement de la requête est terminé, on peut appeler la méthode destroy. Plutôt, ce n'est pas nous qui va appeler la méthode destroy, c'est le application server qui va appeler la méthode destroy pour se débarrasser de la servlette. Donc, ce schéma, il représente ce qu'on vient de dire, donc le cycle de vie d'une servlette. Donc, tout démarre avec la requête. Donc, le servlet, il reçoit une requête. Il appelle la méthode service. La méthode service, il va vérifier si le servlet il a déjà été démarré, donc il va passer directement au traitement. Sinon, il va l'initialiser. Donc, quand on parle traitement, donc sachez que pour chaque type de requête, ou bien pour chaque verbe de requête, on a une méthode correspondante. Comme on avait parlé sur la partie du protocole HTTP, on avait dit qu'il existe plusieurs verbes. On a get, on a post, on a put, on a patch, delete, etc. Donc, pour chaque méthode HTTP, on a une méthode dans le servlet HTTP. Donc, on a do get, do post, do put, do patch, do delete, etc. Donc, selon le type de requête, une méthode spécifique sera appelée. Et lorsque la réponse sera envoyée, on va procéder à la destruction en utilisant la méthode destroy. Donc, ce morceau de code schématise une simple servlette. Donc, comme vous voyez ici, la méthode init, on redéfinit ici la méthode init pour définir une variable de classe, donc la variable message. Donc, à chaque fois, une requête HTTP va venir vers cette servlette, la méthode init sera lancée. Une fois la méthode init terminée, donc on va faire l'aiguillage de la requête selon la méthode. Donc, par exemple, ici, on a redéfini la méthode doGet. Donc, cette servlette est en charge des requêtes get. Donc, ici, on a défini un comportement personnalisé pour la méthode get, pour la méthode HTTP get. Bien sûr, ici, on peut définir si on a besoin. Si on ne veut pas définir, donc on peut l'ignorer, la méthode destroy. Donc, elle sera définie par le système. Donc, on avait parlé de servlet. Donc, le servlet, c'est un processus qui permet de traiter une requête HTTP et de renvoyer une réponse. Donc, lorsqu'on parlait ici du doGet, si vous avez fait la remarque, donc la méthode doGet, elle accepte deux paramètres. Un paramètre request et un paramètre response. Donc, elle permet de travailler avec le contenu de la requête reçue pour la fin, renvoyer une réponse depuis le servlet, envoyer une réponse au client. Donc, comment travailler avec le contenu de requête? Un exemple clair de traitement des requêtes, c'est la récupération de données. Donc, parfois, on a besoin de récupérer des données depuis le client pour avoir notre traitement. Donc, par exemple, ici,
Donc, un exemple ici, c'est qu'on veut afficher un message personnalisé de Hello, donc Hello X, mais on a besoin du name et du surname. Donc, comment on va les utiliser? On va récupérer les données depuis cette requête. On a deux méthodes différentes. Donc, soit que ces variables sont issues depuis une requête get, ou bien ce sont reçues d'une méthode post. Donc, en général, on utilise, pour les requêtes get, on utilise ce qu'on appelle les paramètres de l'URL. Donc, vous avez vu ici le schéma. Donc, le nom, l'URL se termine ici, et tout ce qui est après le point d'interrogation, ce sont des paramètres de la requête. Comment on va les récupérer dans le code Java? C'est qu'en utilisant la méthode getParameter sur l'objet request. Donc ici, je vais récupérer le nom par request.getParameterName et je vais récupérer le surnom en utilisant request.getParameterSurname. Donc ça, c'est un exemple qui schématise un exemple d'utilisation. Donc nous avons un formulaire. Par exemple, nous avons un formulaire HTML, tout ce qui est basique. Donc un formulaire HTML, vous pouvez créer un formulaire HTML, form.html, vous pouvez l'appeler par l'URL. Ce formulaire va vous renvoyer au servlet de notre choix. Donc, on va utiliser le servlet à l'URL /form. Donc, ici, nous allons utiliser le servlet. Le servlet va renvoyer les données avec le verbe post. Donc, en principe, nous allons avoir besoin de redéfinir la méthode doPost. Donc, la méthode doPost pour récupérer ces informations. Donc, doPost, la méthode doPost, reçoit request response, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, le nom, on va récupérer le paramètre grâce à cette ligne, donc request.getParameterName, et par la suite, on peut faire ce qu'on veut avec ce nom. Donc, allons voir la suite de l'exercice. OK, donc, cliquez droit sur le nom du projet, New Class, donnez un nom à la servlet, par exemple Hello Servlet, et on va assigner la superclasse comme HTTP Servlet. Donc, nous allons continuer avec le premier projet, donc New, voilà. Donc, New Servlet, voilà. Servlet, donc le nom Hello Servlet. Donc, le superclasse, c'est HTTP Servlet pour pouvoir hériter toutes les méthodes do get, do post, etc. Donc, toutes ces méthodes sont définies dans la classe HTTP Servlet. OK, donc, next. Ici, on a l'URL mapping. Donc, c'est quoi l'URL si on veut appeler cette servlette? Donc, on peut modifier ici, par exemple, on peut utiliser, par exemple, form. C'est bon, suivant. Donc, c'est quoi les méthodes qu'on veut redéfinir? Donc, do get, do post. Par exemple, si on a besoin de redéfinir init ou bien destroy ou bien service. Et en général, on utilise juste do get et do post. Et voilà, finish. C'est bon. Donc, on a créé le servlet. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, on va redémarrer le projet. OK. Run as, on serveur. Voilà, donc ça, c'est la page principale. Donc, si on y va à form, apparemment, OK, source.
OK, donc do get, /1, etc. Donc, normalement, ça doit fonctionner. Donc, slash. OK, donc je vais. OK, donc. Parfois, on a besoin de réinitialiser l'application pour supprimer le cache. Et donc, on va relancer. OK. Bon. C'est bon. Donc, ça a fonctionné. Donc, served at. Donc, cette réponse a été servie depuis l'intérieur de servlet. Voilà, depuis ici. Donc, served at et le path. Donc, ici, bien sûr, on peut faire des traitements, etc., appeler la base de données. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sachez juste que n'importe quel appel à /form va appeler le servlet. Hello servlet. Donc, ici, on a fait le mapping qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a créé le servlet. Donc, ça vous permet d'indiquer à Tomcat que n'importe quel appel à l'URL /form va être redirigé vers cette application, vers cette servlet. Et le traitement va être différent selon le verbe. Donc, si on a utilisé get, on va être appelé ici. Si on a utilisé post, on va procéder ici. OK, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, donc, on parle ici d'une deuxième méthode pour créer un servlet. C'est en créant une classe Java classique et ajouter le code manuellement. Donc, nous, on a utilisé directement la deuxième façon, c'est de créer directement une servlet. Donc, pour afficher le texte HTML directement depuis le servlet, on peut utiliser ce qu'on appelle le print writer. Donc, le print writer, c'est une méthode qui permet de écrire directement du code HTML depuis le servlet, même si on ne va pas l'utiliser par la suite, parce qu'on aura besoin par la suite de créer beaucoup d'HTML. C'est pas vraiment conseillé, vu la séparation qu'on avait parlé de présentation contre servlet, donc MVC. Donc, toujours, la servlette doit juste s'occuper de l'aiguillage et du contrôle et déléguer la partie présentation au GSP. Mais juste, c'est montré ici, juste pour l'exemple. Donc, si je supprime ici, je supprime ce qui a été fait par défaut. Voilà. Donc, à chaque fois, vous allez modifier, vous allez remarquer que le serveur, il redémarre. OK. Voilà. Donc, ça a été affiché. Donc, le traitement a changé pour afficher du HTML. Donc, HTML, Hello World, etc. Donc, toujours dans la partie servlet, la récupération des paramètres, on avait parlé que on peut récupérer du paramètre depuis la méthode doGet en utilisant les paramètres de l'URL. Donc, un exemple ici, c'est qu'on va récupérer ici un paramètre. Donc, par exemple, je vais le nommer, donc, je ne sais pas, donc, name. Donc, request. On avait dit get parameter. On va donner le nom récupéré dans l'URL. Donc, par exemple, name. Ça ne doit pas obligatoirement être le même. Mais ici, je vais juste récupérer le nom du paramètre dans l'URL. OK. Donc, point virgule. Ici, je vais remplacer le word par le nom récupéré depuis l'URL.
OK, donc c'est sauvegardé. OK, donc on aurait ici un problème. C'est quoi le problème? OK, on a besoin d'un point-virgule. Où est-ce qu'on a besoin d'un point-virgule? OK, donc je vais redémarrer pour avoir. OK, donc form. Voilà, donc hello world. Donc ici j'ajoute par exemple le nom Ahmed. La même chose, il faut toujours, parfois il faut vider le cache pour l'application pour fonctionner. OK. C'est bon, donc ici on a récupéré le paramètre, etc. etc. Voilà, oui, oui. C'est l'erreur de ma part. Donc ici j'ai modifié le title, c'est pas le contenu. Donc je vais faire la même chose avec le contenu. OK. Donc j'ai cru que j'ai modifié le contenu, mais en fait j'ai modifié le title de la page, pas modifié le contenu. OK. Et voilà. Donc, comme vous pouvez constater ici, si je change, donc si je change le nom du paramètre, le nom récupéré va changer aussi. OK, donc la méthode post, je vous laisse le faire. C'est la même chose. Donc, il suffit juste de créer un formulaire HTML qui va envoyer selon la méthode post et le récupérer selon la méthode doPost dans le servlet pour envoyer le même résultat. OK, donc on passe à la partie GSP dans le cours. OK. Donc, comme on avait dit, on ne va pas toujours retourner une réponse contenant l'HTML depuis les servlets, parce que le servlet, c'est un tour de contrôle, donc ce n'est pas son rôle de renvoyer de l'HTML, c'est le rôle de la couche présentation. Donc, en général, on utilisera des pages, ce sera en base, ce sont des pages HTML, et à lesquelles on va ajouter des variables, des balises spéciales J2E, donc elles seront nommées comme GSP pour Java Server Page. OK, donc comme vous pouvez constater, c'est juste de l'HTML basique, mais avec lequel on a ajouté des balises pour pouvoir interpréter le code et les variables Java. Donc, les GSP, ils utilisent plusieurs types de balises. Donc, le premier qu'on va voir, c'est les scriptlets. Donc, un scriptlet, c'est pour contenir un nombre illimité d'instructions. Donc, c'est comme incorporer du code Java, des instructions plutôt, des instructions Java au cœur même de la page HTML. Donc, pour utiliser ça, on a juste besoin du signe inférieur pourcentage et pour fermer, c'est un pourcentage supérieur. Ou bien utiliser carrément les balises GSP de .scriptlet. Et on insère ici le code Java qu'on veut exécuter à l'intérieur de cette balise. Donc ici, c'est un exemple. Donc, le code HTML, etc. Hello World. Donc, on vient jusqu'ici et on lance l'exécution du code Java. Donc, du code Java. Donc, par exemple, out.println, your IP address is, et on récupère l'adresse IP depuis l'objet request.
Donc, request, l'objet request, il est toujours disponible à l'intérieur des GSP par défaut. Donc, on peut accéder à l'objet request, récupérer les informations, mais ça doit être fait à l'intérieur d'un scriptlet. On ne peut pas le faire directement à l'intérieur de l'HTML. On peut aussi déclarer des variables ou bien des méthodes à l'intérieur du GSP. Il suffit juste d'utiliser donc le signe inférieur pourcentage point d'exclamation et on fait notre déclaration. Donc cette variable déclarée à l'intérieur d'une balise dans le GSP peut être utilisée tout au long du GSP. Donc, on peut déclarer par exemple ici une variable et continuer en HTML puis utiliser cette variable. Il suffit juste d'utiliser le signe pourcentage pour le différencier d'une scriptlet. Donc, par exemple, ici, on a déclaré un entier i auquel on a affecté la valeur 0. On peut déclarer plusieurs entiers, par exemple. On peut déclarer même des objets. Donc, on peut faire n'importe quelle déclaration Java acceptée. Soit en utilisant cette syntaxe, soit en utilisant carrément la balise GSP de point déclaration. Donc, on avait vu les scriptlets, les déclarations, maintenant les expressions. Donc, les expressions, ou bien on peut dire aussi les variables. Donc, pour déclarer une variable, par exemple, vous avez déclaré une variable dans la section précédente, maintenant vous voulez l'afficher, afficher sa valeur. Donc, vous utilisez inférieur pourcentage égal et vous montrez et vous mettez l'expression ou bien la variable et puis vous fermez. Donc, par exemple, si on avait déclaré, par exemple, un entier nommé i avec une valeur bien spécifique, donc vous pouvez venir ici et faire inférieur pourcentage égal à i. Par exemple, lorsque le GSP va être compilé, ça va vous afficher 0. Vous pouvez aussi utiliser même pas, non seulement des variables, mais aussi des méthodes qui vont retourner une valeur spécifique. Donc, par exemple, si on veut afficher la date courante, on peut utiliser la méthode donc new java util date.toLocalString. Donc, cette méthode, elle retourne la date courante en format string local. Donc, que ce soit une méthode ou bien une variable, donc on peut la déclarer dans la balise, que ce soit GSP de point expression, soit inférieur pourcentage égal. Donc, les deux écritures sont équivalentes. Donc, ici, un exemple qui regroupe tout ce qu'on avait vu. Donc, ici, par exemple, j'ai récupéré un paramètre nommé titre et je veux l'afficher directement. Donc, je fais pourcentage égal. Pourcentage égal, ça nous affiche directement la valeur de l'expression donnée entre les balises. Si par exemple j'ai un traitement ou bien du code Java à exécuter avec plusieurs instructions, j'utilise les scriptlets. Les scriptlets, c'est pourcentage, c'est inférieur pourcentage et je vais mettre mon code Java et puis fermer par pourcentage supérieur. Donc, autre chose, toujours dans la partie de transmission des données, c'est la notion de request dispatcher. Donc, parfois, une requête a besoin de la collaboration de plusieurs servlets. Donc, un exemple, c'est le servlet. Si le servlet qui souhaite procéder au traitement, par exemple, il a besoin d'une ressource qui existe dans une autre servlet ou bien besoin d'une authentification externe, etc. Donc, il doit rediriger la requête vers un autre servlet avec tout le contexte et la requête, etc. Donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle le request dispatcher. Comment l'utiliser? Donc, utiliser get request dispatcher. Donc, l'objet get request, l'objet contexte donne
dans la méthode getRequestDispatcher qui elle-même vous permet de faire la transmission de la requête en utilisant la méthode forward. Donc, getRequestDispatcher, on spécifie le servlet ou bien le GSP à laquelle on veut forwarder notre requête et on forward et on lui donne l'objet request et l'objet response. Donc, cette servlette ou bien ce GSP va recevoir la requête et la réponse et lui, il va continuer le traitement pour envoyer la réponse au client. OK, donc ça ici, c'est un exemple qui est basé sur l'authentification, etc. OK, donc ici, on va faire un petit exercice sur les GSP. Voilà, donc la même chose que ce qu'on avait vu. Donc, pour ajouter un nouveau GSP, clique droit sur le nom du projet, New et GSP. OK, donc clique droit, New GSP. Voilà, donc voilà, on va donner un nom, par exemple index 1. OK, donc par exemple index 1.gsp. Voilà, index 1.gsp. Donc on va ajouter cette ligne pour pouvoir afficher la date courante. Donc cette ligne, c'est une expression Java. Donc on va utiliser les expressions. OK, donc body. Voilà, pourcentage égal new date new java point utile point date. Voilà, point to local string. Voilà. Date aujourd'hui. Voilà. Et on lance. Voilà. Comme vous voyez, donc le GSP il a exécuté l'expression Java pour retourner la date d'aujourd'hui en format string et on l'a affiché en utilisant les balises inférieures pourcentage égal. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà, donc je vous laisse faire l'exercice dernier. Donc en utilisant les méthodes request.setAttribute et request.getAttribute dans le servlet de l'exercice précédent, passez le nom récupéré en paramètre dans la servlet au GSP. Donc, dans l'exercice qu'on avait fait, vous allez faire un dispatching. Donc ici, par exemple, on a fait un dispatching. Donc ici, on a affiché directement, on a retourné la réponse, mais dans cet exercice, on souhaite forwarder à la GSP index.1 et afficher ici la valeur reçue dans la servlette Hello Servlet. Donc, récupérer ici les paramètres, les forwarder à la GSP index.1 et finalement les afficher ici pour être affichés ici à côté de la date. C'est tout pour la première séance. Donc, j'espère qu'on se verra prochainement dans une nouvelle séance. Merci.